Bonjour, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. Est-ce que, chers téléspectateurs, l'Égypte a pu dompter l'impact du désastre du coronavirus à son intérêt? Est-ce que l'Égypte a pu transformer la crise de Covid-19 en une opportunité pour son économie nationale? C'est-à-dire, est-ce que la situation actuellement elle est à l'avant dans le poupe du point de vue égyptien? C'est ce qu'on va savoir, bien sûr, durant les prochaines minutes à travers les explications de notre invité, docteur Amr Saleh. Bien sûr, c'est un expert économique de renommée internationale, professeur de l'économie politique. Monsieur Amr Saleh, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Bonsoir Annie, le plaisir est toujours le mien. Oui, bien sûr, vous parlez à partir des Émirats Arabes Unis, avec plus de précision à partir d'Abu Dhabi. Bien sûr, durant les derniers jours et durant le mois de novembre, il y avait plusieurs rapports qui ont été révélés par d'importantes institutions internationales, notamment Standard & Poor's ainsi que Bloomberg. Par exemple, Bloomberg a dit forte performance du climat des affaires en Égypte, et alors qu'on trouve que malgré le Covid-19, il y a une amélioration des indices économiques égyptiens dans le secteur privé non pétrolier, et Standard & Poor's a maintient la note B de l'Égypte sans changement pour la deuxième fois en 6 mois. Donc ce sont en fait les grandes lignes dont on va discuter avec Dr Amr Saleh. Mais très rapidement, Monsieur Amr Saleh, comment vous avez vu et lu même le rapport de Bloomberg qui a parlé de la forte performance du climat des affaires en Égypte actuellement? En fait, Annie, juste un petit point sur les rapports internationaux et puis les indicateurs et les prévisions économiques positives de l'Égypte datent, si ma mémoire est bonne, de 2018-2019 et même au début des années après le programme de réforme économique 2018. À partir de 2018, vous savez mieux que moi qu'on avait amorcé un programme de réforme économique en 2014-2015. Le programme était très controversé et il y avait beaucoup de doutes de la part des institutions internationales, beaucoup de difficultés en termes de création d'emplois, de maîtriser les taux de chômage et surtout le taux d'inflation, et puis donner un coup de pouce aux exportations égyptiennes, un programme qui a été très difficile. Donc à partir de 2018, on a assisté à un nombre de rapports internationaux, notamment Standard & Poor's, Moody's, qui avait parlé d'une position égyptienne favorable, je crois, et si encore mes souvenirs sont bons, on était aux alentours de BB+, stable, avec une vision d'avenir stable. On est toujours dans cette percée optimiste vis-à-vis de l'économie égyptienne et vis-à-vis des conséquences des réformes économiques. En fait, le groupe financier américain Bloomberg, et même il y avait des déclarations faites par son excellence ministre égyptien des Affaires, ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mouait, a dit, le groupe financier américain, par exemple, Bloomberg a dit que le climat des affaires en Égypte poursuivait sa forte performance après avoir enregistré en octobre dernier le plus haut taux de croissance depuis 6 ans, et ce pour le deuxième mois consécutif, soutenu par une croissance des nouvelles commandes et des niveaux de production. Donc, votre explication? Oui, tout à fait. Donc, quand vous maîtrisez des dettes et quand vous réussissez à augmenter les exportations, et puis malgré le problème de devises étrangères, vous savez qu'avec le Covid-19 et puis la chute des recettes, vous avez du canal du Suez et puis surtout le tourisme, vous avez un redressement important dans les exportations égyptiennes
qui avait comblé un déficit important. Mmh. Donc, avec le regain des exportations et puis avec les réformes économiques et surtout, comme vous venez de l'annoncer et vous venez de l'indiquer, avec un climat positif qui est dû premièrement à la maîtrise des déficits budgétaires, à des dépenses publiques très courageux et audacieux dans le domaine des infrastructures, et aussi à des réformes fiscales et des réformes des investissements sur le loi des investissements étrangers. Et donc, il était évident, il est évident qu'avec toutes ces réformes économiques et puis des réformes structurelles, et puis aussi des réformes concernant les investissements étrangers, que vous ayez des rapports surtout de Bloomberg indiquant que le climat est favorable et même que le taux de croissance est le plus élevé depuis des années. Oui. Selon mais toujours le rapport diffusé au premier jour de ce mois de novembre, Bloomberg a mis l'accent sur la croissance de l'indice des directeurs d'achat qui mesure la performance du secteur privé non pétrolier en Égypte. Donc, monsieur le ministre égyptien des Finances, Mohamed Mouait, a dit que cet indice a enregistré 51,4 points en octobre 2020, soit le plus haut indice depuis décembre 2014, contre 50,4 points en septembre 2020. Donc, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire ça et quelle est l'importance même de cet indice des directeurs d'achat? Oui, tout à fait. Les indices de consommation sont très importants. Et pourquoi les indices de consommation sont très importants? Parce que vous avez une relance, vous relancez l'économie à travers la consommation. Ouais. Les sociétés actuelles sont des sociétés de consommation, donc si vous n'avez pas une consommation, vous n'avez pas de demande. Et la demande est très importante pour l'offre. Et donc, relancer l'économie à travers la demande est quelque chose de très important. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il n'y a pas eu beaucoup d'efforts pour relancer, si vous voulez, des efforts directs ou des politiques directes, je dirais directes, une injection d'argent pour relancer la consommation, mais la consommation a démarré toute seule avec la maîtrise du taux d'inflation, mais aussi avec la création d'emplois. Vous avez 5 millions d'emplois qui avaient été créés. Et je le répète, je le souligne, 5 millions d'emplois qui avaient été créés. Qui avaient été créés durant... Si vous me le permettez, juste de continuer avec un petit paragraphe. Ensemble, Hani, on va réfléchir ensemble et on va se souvenir, on va essayer de donner un exemple de pays, moi et toi, ouais. On va essayer de donner un exemple d'un pays qui a réussi à créer 5 millions d'emplois en 4 ou 5 années. Je crois que le cas est absent. Nous n'avons pas un cas similaire au cas égyptien. C'est un cas exemplaire, c'est un cas modèle, c'est une réussite totale, car vous savez mieux que moi que la création d'emplois est l'un des dossiers qui font généralement échouer les candidats à la présidence des républiques dans beaucoup de pays. Ouais. Donc quand vous réussissez à créer 5 millions d'emplois en quelques années, je crois que c'est quand même, je dirais, extraordinaire et c'est plus que magnifique. Oui. Justement, comment vous trouvez jusqu'à maintenant l'expérience égyptienne à propos de ce taux de chômage, à propos de l'expérience économique égyptienne? À quel point vous trouvez que les Égyptiens répètent ce qui a été réalisé à Abu Dhabi et même au lieu d'avoir un point exemplaire comme Abu Dhabi, ou plutôt Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, en tant qu'un point d'attraction pour les investisseurs étrangers, on trouve que l'Égypte a essayé de créer plusieurs points d'attraction pour les investissements étrangers sur la terre égyptienne.
du point de vue infrastructure, du point de vue énergie, du point de vue facilité, du point de vue révision des législations concernant l'économie, l'investissement, le commerce, ainsi de suite. Oui, vous savez que l'Égypte regagne encore sa position normale en tant que terre, je dirais, cosmopolite, en tant que point d'attraction, comme vous l'avez dit, de plusieurs populations, je dirais populations. Là, je parle de population, je parle de démographie. Vous avez toujours un pays qui avait attiré beaucoup de gens. Alexandrie, par exemple, est un exemple immortel, je dirais. Et donc, l'Égypte a été toujours un point de départ et un point d'attraction pour beaucoup de gens qui sont venus pour s'y installer. Là, on assiste à un mouvement de population, je dirais, et à un mouvement d'investisseurs qui s'installent en Égypte de par sa position stratégique, mais aussi non seulement de par les réformes économiques qui avaient été entreprises, et ça c'est très important, mais à cause aussi d'une réussite exemplaire et extraordinaire, c'est la sécurité. Ouais. Vous vous souvenez mieux que moi que nous avons eu, après 2011, une atmosphère catastrophique, mais catastrophique, où la sécurité était un point fatal. L'instabilité même. Pour les Égyptiens, et non seulement pour les investisseurs. Donc vous avez, comme vous l'avez dit, merci de le souligner, vous avez eu une stabilité politique, un régime politique qui s'est très bien installé de manière très pacifique, soutenue par une demande de la population et par une masse critique. Le 30 juin, on se souvient, combien de millions d'Égyptiens se sont versés dans les rues pour demander le retour de la stabilité et de la paix dans ce pays. Donc vous avez un regain de la stabilité politique, mais vous avez aussi un regain de la sécurité. Avec un regain de la stabilité socio-économique. Oui, et vous avez aussi un programme de réforme économique qui avait été courageux, difficile et exemplaire. Donc, si vous accumulez et si vous répétez après moi, et si on se souvient encore de ce qu'on avait souligné en essayant de numérer les points forts non seulement de l'économie égyptienne, mais de la politique égyptienne, un regain de sécurité, une stabilité politique, des réformes économiques, puis aussi un nombre énorme de projets et d'infrastructures qui... Mais il y a un point très important, monsieur Amr Saleh. Je sais que à Abu Dhabi, aux Émirats, plusieurs pays du Golfe, et même au niveau mondial, se trouvent dans une situation très grave à cause de Covid-19. C'est pourquoi il y a toujours des mesures prises sur le terrain, des mesures de précaution, de prévention, ainsi de suite. Jusqu'à maintenant, ce qui a été déclaré de la part de Bloomberg et de la part du ministre égyptien des Finances, c'est impressionnant parce que Bloomberg a fait état de l'évolution de nouvelles commandes soutenues par l'amélioration de la situation sanitaire en Égypte depuis le début de la crise du Covid-19, le recul de taux d'infection quotidien depuis janvier. Et en même temps, on trouve que notre ministre, M. Mohamed Mouaïd, a dit que on a pu arriver à dépasser l'écart entre la croissance qu'on a réalisée avant le coronavirus avec la poursuite de cette manière de la reprise économique, la souplesse des mesures de lutte contre la pandémie et la poursuite des politiques de stimulation financière et économique. Et en même temps, on trouve qu'ici en Égypte, nous avons les compagnies, nous avons les éléments humains. Et donc, d'après vous, comment vous trouvez encore une fois cette expérience égyptienne, pour moi personnellement, est exceptionnelle parce que on a pu dépasser plus ou moins l'impact négatif du coronavirus qui touche partout dans le monde.
Bon, alors pour clôturer, si vous me permettez, Hani, sur cette question, je vous avais dit que les rapports internationaux et même la Banque mondiale, en 2013-2012, vous vous souvenez, l'Égypte avait demandé d'octroyer un prêt de la Banque mondiale et le FMI, et les institutions internationales avaient refusé. Ça a fait refusé en 2012. En 2013, le programme de réforme 2013-2014, un programme de réforme économique s'installe, et les mêmes institutions internationales refusent et mettent des doutes énormes sur le programme de réforme économique. Et là, après quelques années, les mêmes institutions internationales, la Banque mondiale et le FMI, parlent d'histoires de réussite et du succès, et même de lessons learned pour l'Égypte, qui a réalisé un programme, mais même exemplaire. Et donc, avec les indicateurs de la Banque mondiale, du FMI, et puis les prévisions positives aussi récemment de la Banque mondiale et du FMI, indiquant que l'Égypte sera l'unique pays au Proche-Orient à réaliser un taux de croissance positif dans la région. Je crois que c'est quand même une réussite, je dirais exemplaire, et même bravo et chapeau pour... Et révèle bien en même temps la confiance qu'on a de la part des institutions internationales et de la part des investisseurs étrangers, arabes en même temps, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout oui. à fait, et à quel point de tels rapports et de tels indices, de telles institutions, à partir de ceux qui ont publié dans leur rapport, révèlent bien la résilience de l'économie égyptienne, et en même temps, il y a encore une fois un élément. Les Égyptiens, ce sont eux qui travaillent dans leur propre pays. C'est pourquoi si je peux dire, l'économie égyptienne n'a pas été affectée à cause du coronavirus parce que nous avons les éléments de la production, les éléments de la consommation à l'intérieur du pays. Et ce n'est pas le même cas, par exemple, pour les autres pays du Golfe, c'est-à-dire avec l'arrêt de déplacement à cause de Covid-19, il y avait l'arrêt de la performance économique. Encore, si vous me permettez, pour clôturer en 2 minutes, il n'y a pas à comparer entre les pays, mais si vous voulez, pour un mot de la fin, je vous avais dit que l'Égypte est partie de zéro, presque de zéro, avec un taux de croissance de 1,5-1,8% en 2011, à un taux de 6,2-6,5 en 2019. Et on avait des prévisions qui citaient que l'Égypte pouvait arriver à un taux de 8 et de 10% au cours des prochaines années si on n'avait pas le Covid-19. Et donc, pour revenir à votre question très rapidement, encore, je crois qu'avec le soutien de la Nous avons une seule question. Nous avons une question très importante encore en ce qui concerne Standard & Poor's avant de nous quitter. Je vous écoute. Je dois vous quitter en 10 minutes, donc ça va. Vous permettez, oui. Je suis avec vous pour encore deux petites minutes, si vous voulez poser la question. Oui. Et ma question actuellement, c'est Standard & Poor's maintient sans changement la note B de l'Égypte pour la 2e fois en 6 mois avec une perspective stable. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après votre point de vue? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que cela représente pour les investisseurs étrangers? Bon, très rapidement, ça veut dire que vous avez réussi à maîtriser le déficit public, vous avez réussi à créer des emplois, donc à soutenir la croissance économique, vous avez réussi à attirer des investisseurs étrangers, des investissements, et vous avez réussi aussi à créer des réserves de devises étrangères très importantes qui donnent et qui soutiennent le budget public. Ces 4 indicateurs, ces 4 résultats donnent surtout et notamment
et notamment une place très très favorable au budget et aux dépenses publiques égyptiennes, ce qui veut dire que les rapports de Standard & Poor's ou les rapports de Bloomberg viennent donner un crédit aux réformes économiques et aux quatre indicateurs que je viens de citer. Oui. Je dois vous remercier infiniment. Je sais que vous êtes très occupé, mais en tout cas, je dois vous remercier infiniment, mes chers invités, Dr Amr Saleh, notre invité de renommée internationale qui se trouve actuellement aux Émirats Arabes Unis en tant qu'un conseiller économique. Je dois encore une fois vous remercier pour de telles analyses. Donc, chers téléspectateurs, l'Égypte essaye à tout prix à réaliser des progrès dans n'importe quelle situation. Si même, oui, il y a une crise, mais comme par exemple l'écrivain américain William Arthur Ward a dit, le pessimisme se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. En fait, c'est le cas de l'Égypte. L'Égypte essaye toujours d'ajuster cette situation et de savoir comment dépasser la situation, s'adapter à toutes conditions sur le terrain. Chers téléspectateurs, je dois vous remercier infiniment pour votre attention et bonne suite de nos programmes sur notre chaîne NAL TV International.